Personnellement, la maternité m'a fait basculer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis passée de CDI dans de grandes agences de communication à créatrice de ma propre entreprise porteuse de sens. Et peut-être que comme je l'ai fait, vous souhaitez vous aussi changer de voie professionnelle. C'est pour cette raison que je suis ravie de vous présenter Chance, qui sponsorise le podcast ce mois-ci. Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital en 3 mois pour choisir la voie professionnelle qui vous ressemble. Vous alternez entre des modules d'auto-coaching et des sessions de vidéo-coaching avec un coach professionnel certifié, choisi sur mesure, rien que pour vous. L'énorme avantage est que la plateforme s'attache à respecter votre équilibre vie pro-vie perso en s'adaptant à votre rythme et en vous aidant à faire les meilleurs choix selon vos compétences. Que vous soyez diplômé ou non, dans des postes à responsabilité ou non, Chance s'adresse à tout le monde et est 100% finançable avec votre compte personnel de formation, le CPF. Plus d'excuses, toutes les conditions sont réunies pour passer à l'action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller sur votre situation et avoir enfin une vie pro plus alignée avec vos aspirations profondes. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Cette semaine, je suis dans la loge de Laura Domange au Barbès Comedy Club. Si vous ne connaissez pas encore cette brune pétillante, elle est humoriste, comédienne et auteure. Elle sera à la Nouvelle Scène à Paris pour son nouveau spectacle à partir du 13 janvier. J'ai invité Laura sur mon podcast car après Jérémy Crédville, je suis très admirative de ces métiers publics, de la scène, du showbiz, qui demandent beaucoup d'aise, de confrontation directe avec soi-même et son public, de dépassement de soi pour divertir et faire sourire. Métier qui demande également beaucoup de travail, de sacrifice, pour parfois un équilibre bafoué et un succès qui n'arrive jamais. J'ai donc creusé avec Laura son parcours, ses sources d'épanouissement, sa notion du succès, son syndrome de l'imposteur, ses ambitions, ses rêves et la façon dont elle choisit ses projets. Un épisode court, entre 2 passages d'artistes et rafraîchissant. Si vous aimez le podcast et cet épisode en particulier, n'hésitez pas à nous le dire en le partageant sur vos réseaux et en nous mentionnant. Une joie pour mon invité comme pour moi. Belle écoute. Bonjour Laura. Bonjour. Je suis contente d'être avec toi ce soir. On est où là On est au Barbès Comedy Club. C'est un comedy club à Paris qui a été monté par Shirley Soignon. D'accord. Et c'est un comedy club que j'aime beaucoup, dans lequel je viens jouer très souvent. Voilà. Ok, je connaissais pas du tout. Ouais, ça a été, salle, ouais, c'est ouvert il y a pas très très longtemps. Enfin, il y a maintenant genre 2 ans, mais comme il y a eu 1 an de pandémie, on va dire que ça a été ouvert avant-hier. Et c'est un lieu très agréable dans lequel je viens tester des nouvelles blagues. D'accord. Régulièrement. Tu vas tester auprès d'un public, de ton public, quoi. C'est pas forcément le mien, c'est le principe des comedy clubs. C'est comme on est plusieurs humoristes, les gens viennent découvrir un plateau d'humour, donc plusieurs humoristes, mais c'est pas mon public, justement. D'accord, ok. Ils viennent pas pour me voir moi. J'ai pas forcément compris la nuance. D'accord, voilà. C'est pour te découvrir, d'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas à mon micro? Alors, je m'appelle Laura Domange, je suis comédienne, autrice, humoriste. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je crois que ça fait très 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 longtemps, non? Ouais, j'ai commencé comme comédienne quand j'avais 10 ans dans une compagnie de théâtre pro pour enfants. Et puis après, j'ai arrêté à des moments, bien sûr. Enfin, j'ai arrêté quand j'avais 13 ans. Puis après, mes parents m'ont obligée à passer le bac, les tortionnaires. Et puis quand je l'ai eu, après, j'ai directement monté une troupe de théâtre quand j'avais 18 ans. Et j'ai fait une école de théâtre professionnelle
professionnelle en parallèle et j'ai décidé d'en faire mon métier. Et puis, je suis devenue humoriste en 2014-2015 à peu près. Ouais. Je suis arrivée assez tardivement dans on va dire, le One Woman Show. On va revenir sur tout ça et justement, je crois que tu as découvert le théâtre parce que tes parents soignaient des gens, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça. Ouais, mes parents étaient médecins de garde dans les salles de spectacle. Ouais. En fait, mes parents étaient médecins. D'accord. Et puis, médecins de garde, c'est-à-dire que dans chaque salle de spectacle, il est censé y avoir un médecin au cas où quelqu'un fasse un malaise pendant un concert ou un spectacle. Et donc, mes parents les soignent gratuitement. Okay. En échange d'avoir des invitations pour voir le spectacle, donc des invitations pour eux et leurs enfants. Et donc, moi, depuis que j'ai 3 ans, j'étais dans les salles de spectacle, que ce soit des théâtres ou des concerts. J'ai vu énormément de trucs, mais vraiment... j'ai vu Nirvana, enfin, tu vois, quand j'étais petite. Hein. J'ai vu Céline Dion, ça, c'est ma grande fierté. J'ai vu tout le Club Dorothée. Moi, je suis génération Club Dorothée, tu vois. Et j'ai vu Hélène en concert, Dorothée. Puis j'ai aussi vu le premier spectacle que j'ai vu, je crois, en tout cas le premier dont je me souviens, c'était Cats, la comédie musicale. D'accord, ouais, je vois très bien. Voilà, ça fait partie des trucs d'enfants où vraiment je fais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, vraiment, c'était une grande porte de perception qui a été grande ouverte. D'accord, donc tu as eu en fait le déclic grâce à tes parents en étant comme ça dans les salles. Je pense quelque part, oui, ça m'a créé la proximité avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont au théâtre peut-être même jamais. Ouais. Donc là, au moins, je savais que ça existait et tout. Et j'avais le goût de regarder des spectacles. Après, il y a quand même une différence entre aimer être spectatrice, et aimer monter sur scène. Donc ça, je pense pas que ça soit eux spécialement qui m'aient donné le déclic. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'attirait tant du coup ? Qu'est-ce qui toi t'a attiré et qu'est-ce qui Mais en fait, je sais pas, comme j'ai commencé très jeune, ça m'attirait pas. C'était inné. Je sais pas comment dire. C'est que je passais mon temps à imiter tout le monde. Mes parents m'emmenaient dans leurs congrès médicaux et tout ça. Et après, avec mon frère, le soir, on refaisait toutes les personnes qu'on avait croisées dans le congrès. Mais dans un gros melot, parce que parfois, c'était des congrès internationaux. Donc, on faisait... Et donc, je sais pas, il y avait vraiment déjà très jeune un goût pour l'observation et pour le fait de croquer un peu les gens. Ouais. Et je pense que... Donc, moi, de mon point de vue conscient, je n'ai jamais choisi de faire ce métier, mais c'est la vie qui m'y a emmenée, en fait. Et donc, justement, tu dis que dès l'âge de 10 ans, tu intègres la compagnie Les Sales Gosses sur un malentendu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce malentendu ? Le malentendu, c'est que je voulais faire des cours de théâtre parce que j'avais vu la compagnie Les Sales Gosses à l'Olympia en spectacle, justement dans la salle. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et puis quand à la sortie, ils distribuaient des prospectus en disant on pouvait intégrer l'école de théâtre. Et moi et mes parents me disent, toi qui passes ta vie à imiter tout le monde, tu as qu'à essayer de faire ça, puisque le spectacle s'appelait Les Sales Gosses les imitent. Donc ils imitaient des humoristes justement. Donc j'ai voulu prendre des cours de théâtre et en fait c'était au moment où eux passaient des auditions pour les castings et pour la prochaine troupe. Et donc, il y a eu un malentendu. Moi, je pensais m'inscrire à des cours et en fait, on me proposé de faire un casting pour intégrer la troupe. Et donc, j'ai été au casting, 1 tour, 2 tours, 3e tour, voilà, ça y est, tu es engagé. Et avec mes parents, on se disait, mais dis donc, ils sont quand même relous pour un cours du mercredi après-midi, ils doivent nous voir 3 fois, faut faire une lettre de motivation et tout. Et puis, en fait, non, après, ils m'ont engagé dans la troupe et là j'ai dit, mais attendez, mais mes parents seront jamais d'accord. Bah oui. Donc, ça a été des heures de négociation et puis finalement, voilà, ça a été. D'accord. Et c'est quoi la vie d'un enfant un peu ballotté ? Je crois que tu es partie 2 ans en tournée aux États-Unis. Tu réalisais tout ça ? Enfin, quel était un peu tes ressentis par rapport à ça ? Comment tu te sentais ? Alors, je suis pas partie 2 ans en tournée aux États-Unis, heureusement. Je suis partie 10 jours. 10 jours, d'accord. Mais par contre, j'étais dans la troupe pendant 2-3 ans. 2 ans, ouais. Et en fait, ça m'a franchement sauvée parce que je m'ennuyais énormément à l'école. Énormément. J'étais plutôt bonne élève, mais c'était très laborieux, quoi. Et à partir du moment où il y a eu ça, tout est devenu très efficace. C'est-à-dire que j'ai appris à rentabiliser mon temps, à voir le pouvoir des vases communicants. Enfin, je sais même pas si c'est ça la bonne expression, mais de se dire que on a peu de temps. Il faut faire les corvées.
rapidement pour pouvoir passer plus de temps sur ce qu'on aime. Et donc, tout d'un coup, je devenais très efficace, en fait. Et du coup, bien meilleure à l'école. Parce que j'avais moins de temps, ça s'étalait moins. Et je m'ennuyais moins parce que j'avais ma carotte. Oui. Donc, c'était super. Et ça m'a donné un peu cette hygiène de vie là, très, très jeune. Parce qu'après, même quand j'ai arrêté la troupe, j'avais toujours besoin d'être surstimulée, d'avoir... quand j'étais au lycée, j'ai monté un magazine avec des potes. Enfin, j'étais toujours dans 15 000 trucs, toujours très active aussi dans la vie associative et tout. Donc, j'avais vraiment besoin d'être toujours en hyperactivité, quoi, on va dire. Et aujourd'hui, c'est une force. Enfin, voilà. C'est très, très... Aujourd'hui, c'est épuisant, mais ça reste une force. Je remarque que je suis pas dépassée quand j'ai 2 trucs à faire en même temps, quoi. Et tu dis d'ailleurs que tu essayes de bouder le théâtre et de t'intéresser à d'autres choses. Quand j'étais au collège, à un moment donné, c'était au collège. Pourquoi t'essayais de t'éloigner Parce que tout le monde me disait c'est pas un métier facile et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, la difficulté, je l'avais pas anticipée parce que je pensais que la difficulté, c'était de devoir beaucoup travailler, etc. Et en fait, la difficulté de ce métier, c'est pas de beaucoup travailler, c'est justement de faire face aux périodes d'inactivité. Oui. Ça, c'est très, très dur. C'est qu'il faut garder le moral, la niaque, les idées, la créativité, la réactivité. Et pourtant, parfois, on s'arrête pendant des mois, voire certaines, des années. Donc, ça, j'avoue que je n'y étais pas du tout préparée. Mais bon, toujours est-il que avant ça, comme on disait, c'est pas un métier facile. Et regarde le nombre d'appelés, regarde le nombre d'élus. Donc je me disais c'est vrai, il faut que j'ai un plan B, quoi. Donc j'ai essayé de trouver un plan B. Mais c'était jeune, cette prise de conscience au collège. C'est quand même assez jeune. Mais oui, c'est sûr, c'est vrai. Mais bon, j'étais très mature pour mon âge. C'est vrai en plus. Après ça s'est inversé, j'ai beaucoup régressé, mais quand j'étais petite, j'étais mature. Donc non, quand même, parce qu'il fallait un peu, tu sais, tu dois t'orienter, quoi, en seconde, en première, même les filières, les premières L, S, ES, enfin à mon époque, hein, parce que maintenant c'est d'autres termes. Oui, ça a complètement changé, je crois. Et voilà. Et puis même au collège, est-ce que tu vas en CAP, etc. Enfin, il y avait quand même des questions à se poser. Donc j'ai essayé de me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre. Bon, c'était pas très probant. C'est-à-dire, j'ai essayé, je sais pas, je passais un peu du coq à l'âne et je sais pas, je me disais, abandonnée au grand drame de mes parents, je voulais être coiffeuse. Mais parce que j'étais fan de Mylène Farmer et que je voulais réaliser ses chignons, tu vois. C'était aussi naïf que ça. Mais donc voilà, j'ai pas trop trouvé le truc. Et puis, en plus, c'est que moi, j'adorais être sur scène, j'adorais le théâtre et tout, mais ça ne faisait pas de moi une littéraire, en fait. C'est-à-dire que on a un peu tendance à nous foutre du coup en première aile et tout, mais moi j'étais plutôt bonne en maths, même très bonne en maths. Et maintenant je le dis, je n'ai pas lu un livre de toute ma scolarité, pas un seul des livres imposés. Et pourtant j'ai eu mon bac. donc du coup tu vois, ça c'est quand même un problème, quoi, d'aller en filière littéraire et tout le monde te dit ah oui t'aimes le théâtre donc tu dois connaître je sais pas qui, alors que moi j'étais quand même vraiment très éloignée de tout ça. Bon. Et puis en fait, j'ai réussi à slalomer, tu vois, dans le truc, quoi. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu gardes, parce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a très peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Donc qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui fait que tu gardes un peu cette niaque de réussir, d'y aller, d'accumuler les projets, malgré finalement les dires que ton entourage peut te dire et qu'on peut entendre de la société? Qu'est-ce qui fait ? Je pense qu'il y a vraiment la nécessité, en fait. Je pense que quand il y a la nécessité, il n'y a même pas de... comment dire, c'est pas conscient et c'est pas intellectuel. Mais on dit souvent ça aux gens qui changent de pays, par exemple. On leur dit, mais comment vous avez fait pour tout quitter ? Mais souvent, quand il y a la nécessité, il y a pas, c'est pas, voilà, on n'est pas capable de répondre à cette question, je trouve. Ouais. Voilà. C'est comme quand on a soif, on va se servir un verre d'eau. On se dit pas, waouh, quel courage il t'a fallu pour te lever. Non, je crois pas. Je pense que c'est une évidence, c'est une nécessité. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu avances alors? C'est les rencontres, comment se déclenchent les projets et comment tu choisis les projets pour évoluer en fait dans ton métier? Ah ouais, c'est une très bonne question. Eh bien écoute, je pense comment je l'ai choisi.
Je sais même pas tellement. C'est une très bonne question. J'y ai jamais réfléchi. En fait, déjà, je pars très simplement. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas? Mais souvent, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a quelques projets qui de base me plairaient pas forcément en tant que spectatrice, mais me font plaisir à défendre en tant qu'actrice ou en tant qu'autrice. Donc voilà, souvent je vais travailler au maximum avec des gens que j'estime. Ça m'intéresse pas beaucoup les gens qui n'ont pas de belles valeurs humaines. Et puis après, j'essaye toujours de me challenger constamment, donc de repousser les limites de ma zone de confort. Ce qui peut paraître positif, mais ce qui est très compliqué parce que du coup, il y a toujours une sensation d'échec. Parce qu'au premier coup, tu réussis pas forcément, puisque tu sors de ta zone de confort. Exactement, puisque tu commences dans un domaine que tu connais pas, donc forcément, tu pars à zéro à chaque fois. Et le stand-up, c'était vraiment ça. C'était vraiment... allez, on y va. On va sortir de sa zone de confort. Donc c'est très déstabilisant et c'est souvent, je trouve que c'est souvent le cas. Plus on s'affine dans cette discipline, plus on va chercher loin dans des sujets qui sont de plus en plus soit intimes, soit touchy, et du coup, on repousse les limites. Ah ouais. Et justement, tu t'es mis au stand-up. D'ailleurs, tu dis que c'est mal vu, c'est assez mal vu dans le milieu du théâtre. Ouais. Ça l'était énormément. J'espère que les lignes sont un tout petit peu en train de bouger grâce notamment à Blanche Gardin qui, en ayant obtenu le Molière, a fait pas mal parler d'elle et à plusieurs théâtreux qui y sont allés. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'ils disent non, mais moi, j'aime pas le one man show, le stand-up et tout. Tiens, je suis allée voir Blanche Gardin, c'était génial. Tu fais, c'est exactement ça. C'est pourtant du stand-up, du one woman show. Et les gens font non, mais c'est pas pareil. Mais alors que si, c'est ça en fait. Hein. Il y a une multitude d'univers en fait. Mais c'est pas. Elle fait complètement du stand-up. C'est juste qu'elle est brillante. Peut-être que les gens ont vu des spectacles qui ne leur ont pas plu, voilà, c'est tout. Mais c'est très très mal vu, ouais. Mais et inversement, je pense que dans le stand-up, il y a une appréhension, il y a un cliché du théâtre contemporain, genre conceptuel. On a l'impression que il est 5h du matin sur Arte, alors que pas forcément. Enfin, le théâtre. C'est la vie, c'est la mise en scène de la vie, donc il y a aussi pareil plein de choses quoi. Donc moi j'ai dû naviguer un peu dans ces cases-là parce que je déteste être rangée dans une case et je m'intéressais à plein de choses et je m'intéressais déjà à plein de choses et je m'intéresse surtout à la discipline du jeu, c'est-à-dire quel que soit le code, quel que soit le support, les techniques du jeu sont pas les mêmes et j'aime bien aller les chercher, les creuser, les affiner. Donc en plus je trouvais ça bête de m'auto-limiter à un genre. Et puis j'écrivais quand j'étais au conservatoire du 5e mon spectacle en cachette, mon one woman show en cachette parce que c'était trop méprisé quoi. Ouais. Et puis maintenant j'ai vraiment fait la paix avec ça, je l'assume complètement. Mais c'est vrai que c'est pas évident même quand je retourne au théâtre, quand je retourne jouer dans des spectacles. Parce que tu fais du théâtre aussi à côté. Oui, un peu avec mon crew d'amis, famille quoi, des gens que je connais depuis que j'ai 15 ans. Avec eux, on continue à monter des spectacles par moment et je joue dans certaines de leurs mises en scène avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours même aussi une petite appréhension de gens qui peuvent, même mes proches, même mes amis peuvent parfois m'envoyer un taquet de genre oui mais là t'es pas toute seule sur scène. Hein. Tu fais oui je sais, vous savez, je tourne aussi dans des vidéos toutes les semaines où je sais encore jouer avec des acteurs, mais tu vois il y a quand même un espèce de truc de c'est pas la même chose. Nous ce qu'on fait c'est pas la même chose. Tu vois il y a quand même un truc quoi. Voilà. Bon, je sais pas si je suis très verbeuse là ce soir, mais je sais pas si je suis. Ça va? Ça va très bien. Tu vas monter ou pas l'interview? Je sais pas. Je vais voir. Tu vas laisser toutes mes conneries. Ça dépend. Oh, voilà. Parfois je monte, parfois je monte pas. Okay, ça dépend vraiment. On verra. Toi, on a pu te voir chez Ruquier. Sur Teva. C'est quoi la consécration pour une artiste en fait comme toi? Je me mets à ta place, je me mets à la place d'artiste. Moi, je le suis pas. Moi, je suis journaliste, intervieweuse. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? Est-ce qu'on cherche le kiff? Est-ce qu'on cherche l'amour du public? Est-ce qu'on cherche la notoriété? Est-ce qu'on cherche l'argent? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Moi, j'ai l'impression que je cherche vraiment la liberté, que c'est une grande quête et la liberté, ça implique énormément de choses. C'est-à-dire, c'est la liberté d'être soi-même, et la liberté
l'argent est une forme de liberté aussi, d'avoir le luxe de ne pas trop y penser, c'est une liberté. Quand on en manque, on est très prisonnier, je trouve, de l'argent. La notoriété de ce que j'imagine, mais tu vois, je peux avoir une vision erronée, peut donner une forme de liberté parce que j'ai l'impression que quand tu as un nom, plus de portes peuvent s'ouvrir à toi sans que tu galères forcément à obtenir des toutes petites choses. En tout cas, tu galères sur d'autres plans, on va dire. Donc, moi, j'ai l'impression que ce que j'aimerais, voilà, ce que je recherche, c'est vraiment la liberté de pouvoir faire ce que je veux en vivant bien. Et de dire ce que je veux et voilà et du coup et donc d'être qui je suis en fait. Je dirais que c'est ça la grande quête et de pouvoir bien évidemment rassembler des gens au passage. C'est un bonheur de fédérer. Bien sûr. C'est l'un des plus grands bonheurs même, on va dire. Et donc, je pense que c'est ça. Mais après, tu vois, en termes d'objectifs, il y a des gens, leur truc, c'est, leur quête, c'est faire l'Olympia ou quelque chose comme ça. Et moi, déjà, j'ai eu la chance de réaliser beaucoup de ces genres de petits rêves qu'on a. Et aujourd'hui... On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur ». Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire ». Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous ? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. J'en suis revenue de ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout quand je les obtenais ces rêves, j'étais pas du tout dans l'état que que je projetais de. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, oui, je vois très bien. Voilà, quand on se dit j'ai atteint ça donc c'est bon, je suis au max et en fait et en fait non. Et non, pourquoi ? T'arrives à... Ouais, je pense qu'on a un appétit qui est démesuré en fait. On veut toujours plus. Et aussi, mais plus ne veut pas dire plus haut, plus grand. Hein. Ça entraîne d'autres questions. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être comédienne parce que j'aimais jouer, mais je n'avais pas conscience de la vie que ça impliquait. Que la vie qui allait avec, il faut l'épouser aussi. Et ça, c'est pas tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Enfin, d'être toujours, de jamais être chez soi le soir. Enfin, par exemple. Et puis, ce qu'on disait sur le côté un peu, tu sais que ce mois-ci t'as du taf, tu sais pas si t'en as le mois d'après et tout. Donc ça. C'est très très personnel et moi je sais que mes ambitions grandissent pas forcément dans la hauteur de carrière mais aussi dans tout le 360 de la vie en fait. C'est un paramètre que j'ai pris en compte il y a pas très très longtemps mais d'essayer de trouver le juste équilibre entre sa vie intime, sa vie professionnelle, sa qualité de vie, sa famille, tout ça quoi. Les loisirs, voilà. Et justement, ouais, tu parles d'équilibre et moi dans ce podcast, j'aime bien aborder les notions de rêve et d'épanouissement. Et toi, quelle est ta définition donc, pour toi de l'épanouissement personnel et professionnel ? Moi, je reconnais que j'ai tendance à être rarement contente de moi. Donc, je peux pas dire mon épanouissement, c'est quand j'entends les applaudissements du public. Non. Ça ne suffit pas. C'est sûr que c'est génial, mais ça, c'est la base. C'est-à-dire que c'est pas un paramètre que je prends vraiment en compte, tu vois. Donc, je dirais, moi, j'adore découvrir des nouvelles villes. Je trouve ça super sympa, la tournée, pour ça. J'adore... en fait, non. Voilà. Même si le One Woman Show, ça paraît être une discipline assez solitaire, moi, je pense que j'aime beaucoup la vie en collectivité. Enfin, même pas la vie en collectivité, mais le fait de partager ça, en fait, de partager une joie. Donc, c'est pour ça que je parlais de communion aussi avec le public, enfin, avec cette chose-là. Pour moi, être très entourée, c'est quelque chose de très positif et très nourrissant dans la vie. Donc, que ça soit par mes amis ou par le public. Donc, je dirais être avec du monde tout le temps. Mais solitaire avec du monde. Voilà, j'adore. C'est-à-dire un peu l'image, tu sais, de l'enfant qui s'endort pendant que les parents font la teuf, tu vois. Ça, ouais. c'est mon kiff, ça, c'est mon rêve, j'adore. Voilà, donc je dirais qu'il y a ça. Ensuite,
c'est ça, être très entouré, c'est un vrai truc, que ça soit amis, famille et tout. Alors maintenant, comment trouver cet équilibre? Enfin, amis, famille, public, communauté, etc. Comment y parvenir? Je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut rester vigilant. Je pense qu'on peut absolument tout obtenir dans la vie. Il suffit juste, par contre, de bien formuler ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je disais, je voulais être comédienne, mais j'avais pas conscience de la vie que ça impliquait. Maintenant, je mets des conditions. C'est-à-dire, je veux faire ce métier, mais à cette et cette et cette conditions. Oui. Voilà, en gros. T'es pas prête à tout. Parce que j'avais reçu Jérémy Crédville aussi dans ce podcast qui disait on met 10 ans à être connu du jour au lendemain. Et il pouvait être dans le sacrifice justement pour atteindre ce succès, pour être connu. Toi, t'es pas forcément dans ce sacrifice. Aussi, on l'est tout le temps. On est tout le temps dans le sacrifice. Je sacrifie énormément de choses et je passe vraiment 98% de mon temps à travailler. Ça n'empêche que je ne suis pas prête à tout, c'est-à-dire je ne suis pas prête à salir des gens, je ne suis pas prête à écraser des gens, je ne suis pas prête à faire de la peine, je ne suis pas prête à ça, non. J'essaye que ça reste quand même dans des valeurs que je respecte et que j'estime. Et c'est même dans ma façon de travailler, même je veux dire, dans le choix que je fais, même là, de la façon d'être produite. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en famille, à petite échelle, et ça prendra peut-être plus de temps, mais je serai plus contente quand ça émergera. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de la notion d'être toi dans ce que tu dis et la liberté d'être soi dans ce que tu dis. Aujourd'hui, tu es toi dans tout ce que tu dis? Eh bien, j'apprends à l'être. Je trouve que c'est très compliqué parce que déjà aussi, il y a 15 milliards de facettes de nous et ça dépend laquelle on veut montrer quel jour. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de féminisme. Tu as même écrit un bouquin aussi, Merci, fallait pas. Ça, c'était le sexisme expliqué à ma belle-mère. Ça, c'était pas aujourd'hui, c'était vraiment hier. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai sorti un autre bouquin qui s'appelle Bonne nuit de merde. Mais en fait, c'est drôle parce que le féminisme, c'est pareil, ça s'est imposé à moi. J'avais aucune revendication ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est en commençant le One Woman Show que je me suis sentie femme, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens sociétal. Et donc, j'ai fait, oula, il y a des gros dysfonctionnements. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Et là, je me suis beaucoup intéressée au sujet. Du coup, j'ai eu envie après d'en faire des blagues et de le partager, bien sûr. Mais aujourd'hui, là où je dis que je reviens de ça, c'est que je suis toujours, je suis bien évidemment toujours féministe, mais surtout, j'ai envie de parler d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, c'est intégré, c'est quand même en filigrane dans tout ce que je dis et je fais parce que c'est dans mon ADN d'être indignée par les différences entre les hommes et les femmes, mais entre les êtres humains tout court. Hein. Je parle beaucoup de ça. Et peut-être dans ce métier aussi, j'y connais rien, mais peut-être il y a du sexisme dans ce métier, dans le métier que tu fais. Bien sûr, mais il y a du sexisme dans la société, dans laquelle on est, donc dans ce métier aussi, quoi. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'autres choses et de pas forcément. Ce n'est pas la seule chose qui me définit, quoi. Enfin, voilà, je ne me définis plus comme ça en tout cas. Et donc, pardon, je t'ai coupé tout à l'heure quand tu parlais d'être toi, donc dans toutes tes facettes, et je te demandais si t'étais toi, t'avais commencé, puis j'avais enchaîné sur le féminisme parce que c'était aussi une partie de toi. Mais si tu peux... c'est ça, c'est aussi une partie de moi. Mais c'est ça, c'est le truc, c'est que je déteste les étiquettes et on a tendance très vite à nous ranger derrière une, et celle-ci est très pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui... Enfin, il y en a de plus en plus, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient de la scène. Et du coup, c'est très pratique d'aller sur cette étiquette-là aussi pour les gens qui essayent de nous définir. Voilà, moi, j'essaye de dire, oui, c'est ça, mais pas que ça. Hein. C'est comme tout, quoi. Tu vois, dans une journée, tu vis plein d'émotions. Tu rigoles, tu pleures, tu t'ennuies. Un être humain, c'est pareil. Il y a 1000 facettes. Donc, oui, j'essaye d'être moi, mais c'est là où je trouve que c'est une quête aussi, parce que on est tellement empreint de masques sociaux pour plaire au quotidien. C'est pas moi, nous. Quand je dis nous, c'est pas nous autres artistes. Hein, c'est tout le monde, quoi. Pour évoluer dans cette société, ce système, on s'est construit avec des couches, avec des masques, et du coup, pour aller les enlever et plonger au cœur de notre essence, c'est pas simple. Donc c'est pas simple dans n'importe quel métier, dans n'importe quel statut. Donc j'imagine que sur scène, entre l'attente du public et entre
être soi, c'est encore plus compliqué peut-être. Je dirais, mais je pense que le public, il est très réceptif, et au contraire, est très positif à ça. C'est juste de nous à nous. C'est très difficile de les enlever. Parce qu'on s'est aussi construit dans l'imitation. Je veux dire, on s'est... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. On s'est construit... je veux dire, les enfants ont regardé leurs parents marcher pour apprendre à marcher. Donc, ils sont construits dans l'imitation. Nous, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Et puis même, artistiquement, ce qui m'a donné envie de faire de la scène, c'est des artistes aussi. Donc, pour tout défaire et tout déconstruire, ça met vraiment du temps. C'est en ça que je dis, voilà, être soi, ça prend vraiment tout le temps nécessaire de cette déconstruction. Mais je pense que je suis en chemin. En tout cas, j'essaye de l'être. Ouais. Quel est le regard de ta famille, de tes proches sur ce que tu fais aujourd'hui ? Le regard de ma famille et de mes proches, il est plutôt positif. Franchement, il m'encourage. Bon, mon père est vraiment un vrai boomer, comme on dit. Donc, il comprend pas tout ce que je fais. Il partage pas forcément mes idées, mais non, je suis très très soutenue. Je suis pas du tout, le profil de nana qui fait The Voice et qui dit à la télé, mais moi on m'a jamais soutenue. Et non, j'ai un storytelling qui est beaucoup plus joyeux. Pas de problème. C'est quoi la notion de succès pour toi aujourd'hui ? Je trouve que la notion de succès, elle est difficilement quantifiable. Est-ce qu'on se dit, c'est quoi avoir du succès en fait ? Est-ce que c'est être très riche ? Est-ce que c'est avoir plein d'abonnés sur Instagram ? Est-ce que c'est remplir des stades ? C'est très compliqué. Moi-même, je sais pas. J'ai l'impression que c'est tellement encore. On est en plus dans une société comme ça où on veut tellement toujours plus qu'on sera jamais rassasié. J'ai l'impression. Donc. Je sais pas. Moi, j'avoue que comme je disais en off, moi, je sais que j'ai un vrai ennemi qui est moi-même, puisque je souffre du syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. On devrait le féminiser parce que ça arrive beaucoup aux femmes. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours le syndrome de l'imposteur, mais en fait, c'est plus les femmes en plus qui le ressentent. Les femmes, ouais. Et c'est vraiment très relou parce que quand tu vois, en plus, c'est assez dingue quand j'ai commencé le one man, one woman show, stand-up, tout ça. Je sais plus comment on dit maintenant. Et je voyais des gens qui avaient tellement confiance en eux, en apparence en tout cas, mais c'était dingue. Mais c'était dingue. Et moi j'étais là, mais c'est affreux, mais je suis pas légitime, etc. Alors qu'avec le recul, mais bien évidemment que j'étais tout aussi légitime qu'eux. On démarrait, on était à armes égales, et encore, moi j'avais déjà du théâtre derrière moi et tout ça, donc c'est vraiment dans la tête ce truc-là, mais c'est horrible, c'est horrible de l'identifier déjà, et puis à tout moment on a l'impression, on parlait tout à l'heure de mettre des masques, moi à tout moment j'ai peur d'être démasquée, mais j'ai peur d'être démasquée même chez mes amis qui se rendent compte que je suis en carton, vous voyez ce que je veux dire, que chez ma famille qui se rendent compte qu'en fait je suis pas si sympa, c'est un truc de fou, et moi je suis habitée par ça en permanence, c'est très très compliqué, donc j'oscille entre je pense que l'une des façons que j'ai de pas trop me laisser envahir par ça, c'est d'être submergée, justement, d'être débordée, de pas avoir le temps de penser au syndrome en fait, à ça. Exactement, et d'avoir une échéance, quoi. Donc c'est marrant quand on dit les mauvais élèves qui travaillent juste avant un contrôle. C'est pas que ça, je pense que c'est pas que des mauvais élèves, c'est peut-être des élèves qui ont vraiment très très peur de l'échec et du coup qui sont tétanisés et du coup c'est au dernier moment quand ils sont dans l'urgence de la survie. Quand ils ont vu le choix, voilà. C'est ça. Exactement. Donc moi j'ai effectivement énormément ça, c'est très très difficile. Tu sais d'où ça vient, ce syndrome de l'imposteur ou... Je sais pas trop, je sais que c'est aussi des maximes. Quand j'étais petite, ma grand-mère elle répétait sans arrêt je ne le mérite pas. Mais quand on lui disait je t'aime, elle disait je ne le mérite pas. Donc je pense qu'il y a c'est le conditionnement mental qui s'est fait que je pense qu'il y a un truc comme ça, et puis un truc aussi de femme, on a tellement galéré pour être là où on en est dans la société, je veux dire, même pour avoir un compte en banque, ça a dû être une bataille. Donc je pense qu'au fond de nous, on est là, si on l'a obtenu, il faut qu'on montre qu'on le mérite vraiment. Et donc du coup, on a peur d'échouer. Je pense que c'est vachement ça, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, non, si, non, mais complètement. Moi, je le vis tous les jours aussi dans mon métier, dans mes métiers. Donc, je vois tout à fait ce que tu dis. Et moi, c'est pareil. En fait, je pense que l'action, en fait, amène l'action. Et
pour s'empêcher en fait de amène se dire amène l'action qui emmène le burn-out. Non, Voilà. mais qui emmène en fait, moi c'est pareil, tu vois, je me fixe des échéances, tu vois, je me dis ok, j'ai plus le choix, je dis oui en fait, tu vois, mais parfois on dit qu'il faut dire non, mais moi j'essaye de dire oui au maximum, tu vois, pour pouvoir justement dépasser ça, tu vois ce que je veux dire, pour me dire ok, une fois que j'ai dit oui, je peux plus reculer finalement. Exactement. Enfin, moi, mon premier instinct, c'est de dire non. C'est tout le temps. Hein. Et c'est toujours par peur de pas être à la hauteur. Et du coup, j'essaye de taire cette voix et maintenant de parler avec. Je m'entoure de gens, d'une équipe, quoi. Oui, fait, bien sûr. Qui savent mieux que moi et qui savent enfin, personne sait mieux que toi, c'est sûr, mais qui savent déceler qu'est-ce qui est de l'ordre de attention. Là, je crois que t'as complètement les capacités, mais là, tu te sabotes, là. Je fais ok. Bon, alors, on va dire oui. Comme ça, après, si jamais ça se passe mal, tu vois, je te l'avais dit que j'étais nulle. Non, c'est ta faute. C'est clair. Voilà. Ok. C'est quoi tes projets aujourd'hui ? Ce soir Mes projets aujourd'hui. Alors, je commence mon spectacle à la Nouvelle Scène à partir de mi-janvier, tous les jeudis à 21h. La Nouvelle Scène, c'est une péniche à Paris devant Notre-Dame que j'adore, avec une programmation magnifique. Et justement, c'est vraiment un tout nouveau spectacle dont je suis très très fière parce que je le trouve très authentique. Et puis après, je vais mes autres projets. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir là, donc qui s'appelle Bonne nuit de merde, qui est étroitement lié à mon spectacle et mes insomnies. Et puis qu'est-ce qui se passe d'autre ? Je suis sur Teva toutes les semaines dans l'émission Piquante. C'est une émission donc un talk show féminin, et tu vois, je parlais du fait d'être très entourée et tout, et vraiment, on est vraiment une bande de filles, et c'est magnifique ce qu'on partage ensemble. C'est tellement plus drôle de partager ces succès. C'est vraiment génial, quoi, parce qu'on s'éclate. J'ai pas du tout l'impression d'aller au travail, j'ai vraiment l'impression d'être dans la cour de récré. Voilà, et puis à terme, j'aimerais bien dire que mes projets, c'est également vont se tourner vers le cinéma prochainement. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. On va finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Tes citations préférées ? Ouais. Alors, est-ce que tu entends peut-être beaucoup les humoristes, hein ? Oui, peut-être. Voilà. Ouais, mais peut-être on dénonce ce qui se passe. Voilà. Donc là. Voilà, ce qui se passe, c'est que derrière cette porte, nous là, on est au sous-sol du Barbès, et il y a des humoristes et qui sont pas capables de se tenir. Donc c'est ça le bruit que vous entendez, c'est les humoristes qui foutent le sbeul. Donc c'est quoi tes citations préférées ? Mes citations préférées. Ah ouais. Alors j'adore la citation de Sioran qui dit que, alors je me souviens de son sens, mais pas forcément de la vraie formulation, mais en gros il dit que une nuit n'a d'intérêt que lorsqu'elle est blanche, parce que toutes les autres, on s'en souvient pas. C'est joli, hein ? Ouais, pas mal. Tes livres préférés ? Mes livres préférés, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Ah, j'adore. C'est génial. Un de mes livres préférés. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Un échec et une leçon que tu en aurais tiré. Un échec et une leçon que j'aurais tiré. Waouh. De toute façon, tous les échecs qu'on vit, on tire des leçons, hein. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien. On reviendra dessus, d'accord ? Le meilleur conseil que l'on t'ait donné ? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, le meilleur conseil. Alors attends, non, un échec, si je peux te dire un échec drôle. Un échec drôle, j'avais très mal au genou. Je faisais beaucoup de vélo et j'avais vachement mal au genou en faisant. Et du coup, j'ai pris le temps que ça se calme, mon genou, j'ai pris un scooter et je me suis vautrée en scooter sur les deux genoux. Voilà. Donc, l'échec, je pense que vous avez tous compris ce que c'était. La leçon, je ne fais plus de deux roues. Ok. C'était quoi l'autre question ? Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Accueil. Ça, c'est vachement bien. C'est un super conseil, je trouve. Accueil. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, tu accueilles. Que ça soit positif, négatif, reçois, puis tu verras ce qui se passe et ça se transforme. Et c'est vrai. Et ma dernière question, attention, c'est pas la plus facile, mais tu parlais de zone de sortie, de zone de confort tout à l'heure. J'ai envie de te demander ta définition du risque. Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement. Wow.
Alors, déjà, les risques nécessaires pour vivre pleinement, pour moi, prendre des risques, déjà, tout court. Pour vivre pleinement, il faut prendre des risques. C'est ce qu'on disait, on parlait de la zone de confort. Je pense qu'il faut repousser les limites de sa zone de confort, absolument. Quels sont les risques à prendre? Alors après, il ne faut pas être une tête brûlée. Enfin, il faut quand même pas se mettre en danger non plus. Quoique, ça peut être très intéressant aussi. Je dirais... Il faut prendre le risque d'être... Alors, sortir de sa zone de confort, c'est aussi prendre le risque d'être fatigué, prendre le risque de se blesser parfois. Je trouve que c'est essentiel. Et prendre le risque d'aimer. Ah, oh, c'est beau. Non, mais dans le sens où c'est c'est plus facile, je trouve, parfois d'être dans la colère et dans le rejet. Et parfois, il faut aussi réussir à prendre le risque d'être dans, comment dire, la sympathie, l'empathie, l'adéquation, en fait. Il y a plein de choses superbes qui arrivent aussi comme ça. Voilà. Merci Laura. De rien, c'était très premier degré, je suis désolée. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. On aurait pu faire un spot où on vous aurait dit « Entreprendre, ça nous fait pas peur ». Ou encore « Se lancer dans l'immobilier sans rien y connaître, tout le monde peut le faire ». Mais chez IAD, on préfère simplement vous dire qu'on vous accompagnera dans toutes les étapes de votre nouvelle vie d'entrepreneur en immobilier. 15 000 personnes ont déjà sauté le pas en devenant conseiller immobilier indépendant chez IAD. Pourquoi pas vous? Rendez-vous sur join-iad.com. IAD, ça fait du bien à l'immobilier.